Je pense que Jean Jouzel, qui va prendre la parole dans un instant, ne me démentira pas. En effet, comment ne pas se réjouir de constater qu'une prise de conscience semble enfin se dessiner dans l'esprit des décideurs, mais cette question du dérèglement climatique a bien involontairement voilé une autre préoccupation essentielle en ce début de XXIe siècle, le devenir de la biodiversité du vivant qui nous entoure. La biodiversité est finalement victime de la hiérarchie des priorités, comme si l'on n'avait pas le devoir de conduire simultanément deux causes qui, de surcroît, demeurent toutes deux essentielles pour l'avenir de l'homme. Il y a probablement une explication à ce constat. Au fond, la biodiversité apparaît comme beaucoup plus complexe que le climat. De quoi parlons-nous? Des océans dont les ressources halieutiques s'épuisent, tandis que selon la Convention sur la biodiversité, l'acidification a augmenté de 26% par rapport à l'ère industrielle. Des forêts tropicales qui engendrent 32% de perte de leur surface en une seule décennie. 2000 arbres par minute, nous dit l'INPE, l'Institut national de recherche spatiale du Brésil. Des micro-organismes dont on découvre le rôle essentiel de producteurs pour une terre fertile, des baleines, des chevaux de Przewalski, des pandas, des quelques 2 millions d'espèces identifiées avec lesquelles nous partageons cette planète. Trop diversifiée, la nature semble nous échapper. De même, les actions à mettre en œuvre pour sa résilience n'apparaissent pas clairement. Comment préserver telle ou telle espèce ? Comment puis-je faire à mon modeste niveau de citoyen, n'est-ce pas le rôle des gouvernements que d'assumer la résilience? Beaucoup de questions donc pour faire face à une situation pourtant alarmante. Au moment où je vous parle, une espèce de batracien sur 3 est en train de s'éteindre, une espèce de mammifère sur 4, une espèce d'oiseau sur 8, selon l'UICN. Le constat est donc sans appel. On connaît même très clairement les explications. Il y a quelques jours, la RSPB publiait dans Ecology Letters un rapport éloquent. 421 millions d'oiseaux ont disparu dans les 3 dernières décennies. En cause, l'agriculture intensive et l'artificialisation. Concernant l'agriculture, la perte des bocages, des mares ou des murets conjugués à l'emploi de pesticides, ont eu raison du cortège d'espèces privées de leur écosystème. Lucide, la FAO a lancé une initiative rappelant que pour croître, l'agriculture devait apprendre à économiser en portant une attention toute particulière à la fragilité du sol. Même constat avec les zones humides qui ont disparu de moitié dans ces 3 dernières décennies. Quant à l'artificialisation, c'est-à-dire le béton et l'asphalte qui gagnent sur les terres agricoles ou les espaces naturels, eh bien, ça représente en France l'équivalent de 80 000 hectares par an, c'est-à-dire l'équivalent d'un département tous les 7 ans. On peut se demander quelle France on aura prochainement si on continue ainsi. On pourrait ajouter dans cette colonne négative l'arrivée des espèces invasives, les trafics, mais aussi le dérèglement climatique, Jean Jouzel en parlera. Également le non-respect des réglementations nationales ou internationales. Elles participent de la décadence. On s'accommode trop souvent du droit environnemental, alors que j'ai remarqué que le droit, disons, culturel, conserve son bastion. Ainsi, le passage d'une autoroute s'exonéra finalement assez volontiers d'une zone humide, tandis que jamais elle ne passerait sur un château du XIe siècle. À Malte, Chypre ou même dans les Landes en France, on accorde volontiers des tolérances dont sont victimes des centaines de milliers d'oiseaux migrateurs. En pareilles circonstances, la tradition vaut plus que la réglementation, et c'est la faune qui en devient, plus que l'otage, la victime. À l'évidence, le concert mondial en faveur de la biodiversité n'atteint pas l'ambition espérée. Après Stockholm et Nairobi, il y a plus de 20 ans, le sommet de la Terre à Rio marquait pourtant
pour la première fois dans l'histoire de l'humanité à un tel niveau, la volonté d'enrayer le déclin. Pour la première fois, en effet, plus d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement se réunissaient non pour favoriser une croissance économique, comme aujourd'hui le G20 en Australie, une croissance économique à court terme, mais pour se pencher sur une planète malade de l'homme. Suivront plus récemment, vous le savez, Nagoya, Hyderabad et la Corée. Toutes ces conférences ont démontré la nécessité d'agir, mais les résultats, je le redis, ne sont pas au rendez-vous. Les engagements sans cesse repoussés ou insuffisamment partagés montrent déjà que les prochaines échéances risquent de ne pas connaître la fin de l'hémorragie. La nature agonise et nous le savons. Le temps n'est plus venu d'alerter, le temps est venu d'agir. Cet impérieux devoir se justifie par au moins deux bonnes raisons. La première est pragmatique. Elle vise l'intérêt direct de l'homme. En 2000, rappelez-vous, l'ONU commandait le fameux rapport sur l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire, qui, 4 ans plus tard, nous révélait que les services rendus par la nature, c'est-à-dire la pollinisation par les abeilles, les ressources halieutiques, la forêt, eh bien, tous ces services rendus par la nature représentaient 40% de l'économie mondiale. Or, ces services, simultanément, ces services rendus par la nature sont en déclin de 60%. Disparition des abeilles, faiblesse des ressources halieutiques, les forêts dont j'ai parlé il y a un instant. En clair, la décroissance du vivant entraîne la décroissance de l'économie. La seconde raison relève de l'éthique. Maître du monde, l'Homo sapiens peut-il s'octroyer le droit d'effacer de la liste du vivant telle ou telle espèce en fonction de son bon plaisir ou plus simplement de son indifférence? Guidée par les humanistes, révoltés par certains comportements odieux, la société a peu à peu reconnu les crimes contre l'humanité. À l'égard du vivant, je pense qu'aujourd'hui, nous avons le devoir de reconnaître les crimes de l'humanité, ce vivant qui constitue notre assurance-vie. Victor Hugo nous y engage, lui qui disait « Rien n'arrête une idée en marche lorsque son temps est venu ». Je crois que le temps est venu. Et puisque je me réfère au grand humaniste, je voudrais me permettre, pour conclure, de plaider, comme il l'a si souvent fait, pour la condition animale. Et je remercie le professeur Bellepomme de m'avoir autorisé à partir sur ce cheminement dans une assemblée scientifique qui s'intéresse à des priorités, comme je l'ai dit ce matin. On parle de stock à propos de l'animal, on parle de quotas, de population, d'espèces. Mais derrière chacune de ces généralités, il y a une multitude d'individus dont la science a prouvé qu'une majorité d'entre eux percevaient la souffrance, la joie, la solitude ou encore l'affection. Il nous faut aussi prendre en compte la sensibilité de ces êtres dans la cohabitation qui nous unit à eux. La domination de l'homme ne l'autorise pas à mépriser les douleurs des non-humains. La pluralité des relations que notre société entretient avec les animaux illustre finalement assez bien l'appel de Paris, car elle conduit trop souvent aux atteintes à la santé et à l'environnement. C'est parce que nous méprisons le droit élémentaire de l'animal à vivre conformément à ses besoins physiologiques et psychologiques que nous subissons la vache folle, les viandes contaminées ou les poissons porteurs de résidus chimiques. C'est parce que nous traitons l'animal comme une vulgaire mécanique biologique propre à Descartes que nous faisons prospérer des usines à bidoches conduisant à l'abattoir les fantômes de races autrefois équilibrées. C'est parce que nous préférons fermer les yeux sur les coulisses de cette terrifiante industrie que nous en acceptons le principe. Les effets indésirables pour notre santé n'étant pas l'épiphénomène d'un système inaliénable. Et si les hormones de croissance et autres antibiotiques s'enracinent subrepticement dans nos propres organismes, il faut attendre un scandale de plus pour espérer des changements de pratique. Si notre santé,
physiologique dépend du traitement que nous réservons à l'animal, la santé psychologique procède aussi de ce même lien. De nombreuses études récentes suggèrent en effet que la violence et les abus de faiblesse envers les animaux prédisposent à la violence envers les hommes. Le FBI aux États-Unis considère désormais la maltraitance, la violence individuelle ou encore la torture envers les animaux comme des crimes contre la société, nous rappelle la revue La Trace de Robin des Bois, qui souligne qu'à partir de 2016, le fichier des sadiques envers le genre animal devrait aider, c'est le sens de la démarche du FBI, à prévoir la criminalité humaine. Il y a quelques jours, à l'Assemblée nationale, la France a connu l'épilogue d'une épopée portant sur la reconnaissance de l'animal être sensible dans le Code civil, alors qu'il était considéré jusqu'alors comme un bien meuble ou immeuble dans le Code civil, vieux de 2 siècles, le Code Napoléon. Depuis plus de 10 ans, cette démarche élémentaire relevant de la simple éthique a généré des affrontements surréalistes entre juristes, éleveurs, philosophes, chasseurs et autres détenteurs du savoir. Ayant personnellement porté cette question au Conseil économique, social et environnemental, j'ai pu mesurer la puissance des lobbying qui s'opposaient à cette évolution du droit. Ce serait tirer l'homme vers l'animalité, ai-je entendu. Certains disaient cela. Les autres résumaient avec mépris la condition animale à un vulgaire show médiatique. Naturellement, ni les uns ni les autres n'ont admis que le bien-être animal, défini par Bruxelles, était pour le moins insuffisamment mis en œuvre pour les porcs et les poules pondeuses en élevage industriel, et ce malgré les procédures d'infraction engagées par la Commission européenne. Si j'ai souhaité ouvrir cette parenthèse, je vous remercie de l'avoir écouté avec attention, sur l'univers pathétique de l'élevage industriel, c'est qu'elle est révélatrice de la difficulté à faire évoluer les consciences. Et par conséquent, ce n'est pas aux fondateurs de l'appel de Paris qu'il faut le rappeler, c'est à tous ceux qui, par déontologie, veulent accompagner ce mouvement. Il faudra de la détermination pour que le crime contre l'humanité prenne en compte les atteintes à la santé, à l'environnement ou à la condition animale. Il faudra que chacun d'entre nous devienne une sorte de François Morel, le héros des Racines du ciel. Romain Gary le surnommait l'homme qui ne désespère jamais. Je vous remercie.